Bonjour à tous, bienvenue à la causerie du jour. Je rappelle pour ceux qui sont là pour la première fois, que ce soit en présentiel ou en distanciel via le live, donc les causeries saisies, ce sont un cycle de conférences tous les mardis de 13 h à 14 h de fin octobre à fin avril sur différentes thématiques. Vous pouvez donc les suivre de façon gratuite, de façon complètement libre en cliquant sur le lien, donc un lien live, et vous vous connectez à 13 h donc le mardi afin de nous suivre dans nos péripéties, donc des sujets abordant les méthodologies de l'ingénieur, mais également les sciences humaines, tout ce qui est industrie du futur, bâtiment du futur, donc entreprise du 21e siècle, mais également culture générale, les arts, l'international, l'économie. Donc ce lien est diffusable, évidemment, vous pouvez le diffuser à vos réseaux, personnels ou professionnels. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est vraiment une source riche d'apprentissage. Merci donc aux apprenants qui sont là aujourd'hui, donc dans l'amphithéâtre de Cézy-Nanterre. Aujourd'hui, nous avons les ingénieurs généralistes par apprentissage, donc merci à eux d'être là, et en live, donc évidemment notre centre d'Orléans en particulier, mais l'ensemble des centres Cézy, 25 centres en France, et comme je vous le disais, des institutionnels, des tuteurs et autres partenaires privilégiés ou non, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous allons accueillir Lucas Reyes, qui va vous parler de fabrication additive comme outil de travail industriel. Donc avant de lui glisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via l'adresse mail causerie@cesi.fr, et je ne manquerai pas à travers cette adresse mail de poser vos questions, donc particulièrement les personnes qui sont via le live. Dans la salle, comme je vais vous le préciser, levez la main et je vous donnerai le micro pour poser votre question. Donc merci à tous et bonne causerie. Bonjour Lucas, je te laisse la parole. Bonjour Héloïse, merci. Je suis ravi d'être ici, devant vous. Donc, pour me présenter un petit peu, moi je travaille ici à Cézy, Nanterre. Je suis rattaché au laboratoire de recherche en tant qu'ingénieur de recherche. Et je travaille dans mon domaine de prédilection, qui est la fabrication additive. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la fabrication additive sous le spectre industriel. On va le voir après. Vous avez peut-être déjà ou pas des notions de fabrication additive. Aujourd'hui, le thème de cette causerie, ce sera principalement de vous présenter des applications industrielles, également les enjeux qui tournent autour de la fabrication additive en tant qu'outil de production, et non plus, comme on va le voir, comme moyen de prototypage qui est plus répandu. Voilà. Donc, je ne vous la présente plus. L'industrie 4.0, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur de notre futur. C'est donc, on l'appelle également l'industrie du futur, c'est pas pour rien. Et elle tourne surtout, on va le voir, sur la connexion des objets, des procédés innovants, et tout ça dans l'optique vraiment d'une réindustrialisation des sociétés en Europe ou autres. Donc l'industrie 4.0, je ne vous la présente plus. Simplement, je voulais en parler puisque c'est un élément important pour comprendre pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la fabrication additive. En effet, la fabrication additive, c'est une des briques technologiques de l'industrie du futur. Donc ce n'est pas une brique majeure, mais c'est quand même une brique qui a son importance et qui s'intègre vraiment dans la logique du numérique, puisqu'on va le voir, l'ensemble du procédé est numérique. On se base sur des données purement numériques pour réaliser des pièces en fabrication additive. Ça fait partie de sa définition. Également, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la fabrication additive ? Parce que c'est un outil, et on va le voir pourquoi, qui intéresse les industriels, qui est en forte croissance ces dernières années, ces dernières décennies notamment, grâce à différentes innovations industrielles, comme le développement de nombreux procédés, l'amélioration des performances de nombreux procédés. Et donc, on voit, du fait de cet attrait technologique, une augmentation du nombre du chiffre d'affaires
ce qui traduit en fait l'augmentation des cas d'usage qu'on va rencontrer en fabrication additive. Et je vous en présenterai quelques-uns à la fin de cette séance. Donc, j'ai beaucoup employé le mot fabrication additive, mais je ne l'ai pas encore défini. Donc, qu'est-ce qu'on entend par fabrication additive? En fait, c'est tout simplement un procédé qui est basé sur, à la base, un fichier numérique. Donc, on n'a plus du tout de plan 2D ou autre pour définir un objet qu'on va produire en fabrication additive, mais on se base sur un modèle 3D. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qui définit en partie le procédé. Et l'autre partie du procédé, comme son nom l'indique, c'est la phase additive. C'est-à-dire qu'on va assembler du matériau les uns sur les autres. Et ça, c'est plutôt en opposition avec les procédés plus traditionnels, comme l'usinage, par exemple, où on va en fait venir soustraire du matériau. Là, on va venir vraiment agglomérer de la matière. Et d'ailleurs, tout le temps sur ces principes de procédé, couche par couche. Donc, en fait, on se rend compte que la fabrication additive, ce n'est pas simplement un procédé, ce n'est pas simplement une technologie ni un procédé, ce sont des technologies. Donc, on en distingue 7 dans la norme. C'est vraiment un procédé aujourd'hui qui est défini dans la norme. Et ça a d'ailleurs été la première étape de cette augmentation de la fabrication additive, bien la définir, savoir de quoi on parle, pour qu'ensuite les industriels aient vraiment un outil référence de production. Là, on parle vraiment d'outils de production. Donc, on distingue 7 technologies de fabrication additive qui sont présentées ici, qui vont différer principalement par les composantes du procédé. Donc, on va toujours, comme je l'ai déjà dit, assembler des couches de matériaux. Là, on voit, elles sont très grossières, représentées sur ce schéma. Elles peuvent varier en fonction du procédé. On peut aller du micron, donc une échelle vraiment, vraiment très petite, voire maintenant du nano. On peut créer en fabrication additive des échelles nanométriques. Donc ça, c'est une première caractéristique d'un procédé qu'on va définir. Il y a également la source d'énergie qui va influer. Donc typiquement, sur les imprimantes 3D qu'on connaît le plus, ça va être de la chaleur. Mais sur d'autres imprimantes plus industrielles, comme celle qu'on a à Césy par exemple, on va utiliser un laser pour venir fondre le matériau. Et ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les sources d'énergie possibles, mais c'est vraiment une des caractéristiques du procédé. Ensuite, on va avoir la matière qu'on va utiliser, sa forme. Et enfin, donc l'aspect numérique. Tous ces éléments sont orchestrés par en fait, un automate qui va automatiquement interpréter les données qu'on lui aura transmises de manière numérique. Les degrés de complexité de cet automate, les degrés de complexité des mouvements des différents éléments les uns par rapport aux autres, c'est ça qui va définir notre procédé, sa complexité et les performances, les pièces qu'on va pouvoir réaliser avec. Donc, pour vous resituer et un peu plus vous montrer en image ce qu'est la fabrication additive, je commence par vous présenter l'impression 3D, qui est aujourd'hui en fait extrêmement développée dans l'industrie et qui est surtout utilisée pour des applications de prototypage. Donc ça, c'est vraiment en fait à l'origine de la fabrication additive. On a le prototypage rapide, qui est une technique qui permet en fait d'obtenir rapidement des objets visuels mais non fonctionnels. Donc aujourd'hui, on connaît plus la fabrication additive sous le terme impression 3D parce que c'est celle qui s'est le plus répandue, du fait de sa facilité d'accessibilité, son faible coût, assez récent. Et donc, voilà, on a aujourd'hui l'image de l'impression 3D comme quelque chose de pas forcément sûr. Alors que, on va le voir par la suite, la fabrication additive, c'est vraiment un outil aujourd'hui qui est utilisé pour fabriquer des pièces robustes. Simplement pour illustrer ce procédé, je vais vous lancer une petite vidéo voilà, qui illustre donc le phénomène d'addition de couches. Ça pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le procédé. Donc on peut voir qu'en termes de prototypage, c'est extrêmement intéressant. On peut faire des outils, des objets multicolores qu'on peut visualiser. On peut faire des objets uniques qui vont avoir la forme très spécifique de ce qu'on va vouloir visualiser. Là, typiquement, vous avez l'exemple d'un cœur.
Ça illustre un petit peu les applications qu'on peut voir dans le médical sur le prototypage, qui sont en fait on va pouvoir scanner la pathologie d'un patient via un scanner, un IRM, et ensuite on va venir imprimer l'organe du patient sous forme plastique, simplement pour visualiser la pathologie et pouvoir la retirer. Donc ça, c'est juste un exemple, par exemple, d'application qu'on peut avoir avec l'impression 3D. Une caractéristique du prototypage, c'est que ce sont des machines qui sont faites pour le bureau. Donc on peut en général les prendre, les poser sur un bureau. Elles fonctionnent, plus ou moins, c'est plus ou moins maîtrisé, mais on arrive à faire nos pièces. On est loin d'un cas industriel. Également, ça se caractérise par le fait qu'on va principalement créer des séries unitaires, donc on ne va pas avoir de répétabilité sur l'outil de production. Donc on va vraiment avoir ces différents aspects dans le prototypage. Ensuite, donc là, on passe au cœur du sujet, la fabrication additive industrielle, où on va avoir en fait des applications beaucoup plus robustes. C'est de ça dont on va parler par la suite. Donc là, on voit déjà des exemples de machines. Vous avez en haut une machine impression par laser sur lit de poudre. On va venir fusionner en fait la poudre et ajouter les couches pour venir créer la matière. Je vais vous montrer une petite vidéo qui illustrera ce que je dis mieux que mes paroles. En bas, on a également une machine de type FDM, mais cette fois-ci beaucoup plus industrielle, où on a vraiment eu un développement du procédé qui nous permet de le maîtriser et de créer des pièces assez exceptionnelles et qui peuvent parfois être fonctionnelles. Donc même en FDM, on peut créer des pièces fonctionnelles, mais ça dépend vraiment de la machine qu'on va utiliser. Donc pour illustrer mon propos, je vous présente une machine de type plus industriel. C'est une animation, c'est pas vraiment une machine qui existe, celle-ci, mais elle est basée sur l'architecture de la plupart des machines du marché aujourd'hui. Donc on a vraiment le laser qui va venir faire fondre la poudre. Ensuite, on redépose une couche de poudre et on vient refusionner, etc., etc. Donc là, on est sur des échelles très fines et on va pouvoir avoir des degrés de qualité très, très importants, comme on l'illustre sur ces pièces. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi sur ces pièces, c'est qu'on va pouvoir créer des séries. Donc aujourd'hui, la fabrication additive, on va voir pourquoi un petit peu après. On va surtout viser de la petite ou de la moyenne série. Mais là, déjà, on est plus sur une notion de quantité, de reproductibilité et donc d'outils industriels. On va également pouvoir créer des formes extrêmement complexes qu'on ne va pas pouvoir créer autrement. Donc maintenant que je vous ai présenté la fabrication additive, je vais vous présenter les différents atouts. Est-ce qu'on utiliserait la fabrication additive plutôt qu'un autre procédé? Quel est son intérêt dans l'industrie? Tout d'abord, le premier, c'est la liberté de géométrie et la complexité des formes qu'on peut obtenir. On ne peut pas créer n'importe quelle forme, mais on peut en créer des inédites, c'est-à-dire des formes qu'on ne peut pas créer par d'autres procédés. Et par exemple, ça concerne, on voit une application ici, où on va créer des canaux de refroidissement, très utilisés dans le domaine de l'automobile, par exemple, pour créer des moules, où on va venir refroidir au plus près de la surface en contact avec l'objet. Et ça, typiquement, les gains qu'on va attendre, c'est une augmentation de la productivité. On va pouvoir, en refroidissant plus vite le moule, réduire les temps de cycle. Donc ça, c'est un petit peu un avantage indirect, mais directement issu du fait qu'on peut créer des pièces complexes. Ensuite, l'allègement des structures, ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le domaine de l'aéronautique. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un des secteurs qui est fondateur dans le développement du procédé, parce que vraiment, ils se rendent compte qu'ils peuvent créer des pièces qui leur donnent un avantage compétitif et concurrentiel hors du commun, qu'ils ne peuvent pas obtenir via d'autres procédés. Et également, un autre point majeur, ce sera la réduction des assemblages, où on va pouvoir, au lieu de créer une pièce à partir de différents composants, parce qu'on sera limité par le procédé, créer directement la pièce qu'on veut faire en une fois, sans avoir à passer par toute une succession d'assemblages. Également, donc, on va profiter du fait qu'on peut réaliser des pièces unitaires pour faire de la personnalisation de masse. Ça, c'est vraiment un élément clé dans
dans les nouveaux modèles de l'industrie 4.0, c'est la personnalisation de masse. On rentre dans une phase où on va produire des produits similaires, mais qui seront tous un peu différents et adaptés aux clients. Donc la fabrication additive nous permet de réaliser cette prouesse. Ensuite, on va avoir une notion de prototypage. Et pourquoi ça nous intéresse dans le cadre de l'industrie, alors que juste avant, j'ai dit que ce n'était pas forcément ce qui nous intéressait, c'est tout simplement qu'on va pouvoir créer la pièce finale, notre produit, on va pouvoir le créer sur le même outil de production que l'outil qui nous aura servi à faire le prototype. Donc en fait, la machine industrielle qu'on aura, elle aura deux usages, faire le prototype et faire la pièce, ce qui a des conséquences assez intéressantes sur les coûts de développement et surtout les temps de développement. Également, on va pouvoir créer donc, des pièces de rechange assez rapidement. Donc ça, par exemple, pour des applications de maintenance. On va pouvoir produire la pièce qu'il nous faut au moment où on en a besoin. Et surtout, on va pouvoir produire des pièces dont on n'a plus les plans, dont on ne sait plus les fabriquer par des moyens plus traditionnels. Parce qu'on a perdu le savoir-faire, parce que la pièce, ça fait longtemps qu'elle existe. On a de nombreux cas de ce type-là qui existent. Également, la flexibilité des procédés et surtout du substrat sur lequel on va projeter la matière nous permet d'avoir des applications en réparation ou en ajout de fonction. C'est-à-dire qu'on va partir d'une pièce et on se rend compte soit elle est usée et on ne veut pas complètement la recréer. Et là, ce qu'on va faire, au lieu de la former depuis zéro, on va utiliser le procédé pour faire du rechargement, de la réparation. Et même, on peut envisager d'ajouter des fonctions à cette pièce en utilisant des procédés de type additif. Et enfin, un point très très important aussi, qui est très dur de chiffrer l'impact sur notre pièce et le gain que ça va avoir par rapport à notre procédé, par rapport à l'ensemble du procédé, ce sera la flexibilité des chaînes de production. C'est-à-dire qu'on va pouvoir produire au plus près de notre besoin. Et donc ça va impliquer des réductions de coûts drastiques sur la supply chain. Et juste ce fait, ça justifie parfois l'utilisation de la fabrication additive plutôt qu'un autre procédé. Donc là, maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la place de la fabrication additive par rapport aux autres procédés. Donc on se rend compte qu'en fait, la fabrication additive, on ne va pas s'en servir systématiquement, ce n'est pas le but. On va plutôt identifier les cas d'utilisation qui sont le plus pertinents, et ça en les mettant en relation par rapport aux autres procédés qui existent. Donc ici, vous avez un petit graphique qui représente le positionnement de la fabrication additive par rapport à une quantité produite et une complexité géométrique. On se rend compte que la fabrication additive, elle trouve son sens sur ces critères, notamment sur des pièces très complexes et sur des quantités assez réduites, donc petites et moyennes séries, comme j'ai déjà évoqué. Ça, pourquoi ? Tout simplement, si on se prend le facteur qui nous intéresse en général le plus, qui est le coût, on va se rendre compte, en traçant les différents rapports complexité ou quantité de production versus le coût, on se rend compte que la fabrication additive, en fait, elle a un coût, c'est très simplifié comme schéma, mais ça illustre le propos. La fabrication additive, on ne va pas faire d'économie d'échelle, c'est-à-dire que le coût de notre pièce unitaire, il sera le même que si on produit 1000, 1 million, enfin une quantité infinie. Ce qui s'oppose aussi au processus plus traditionnel de fabrication. Ce n'est pas exactement vrai, on va voir qu'il y a des cas particuliers, mais dans le principe, quand on choisit si la pièce et le cas d'application est utile et intéressant à faire en fabrication additive, c'est un des critères de choix qui nous permet de juger de cette pertinence. Dans quel secteur ? Je l'ai déjà un petit peu évoqué. On a le médical, pour les aspects personnalisation et beaucoup d'autres, également les matériaux qu'on peut produire en fabrication additive. On a des applications dans l'aéronautique et le spatial, pour là tous les aspects qui sont assez évidents de gain de poids. On va mettre la matière là où elle nous intéresse. Et également donc d'autres secteurs comme l'automobile, qui s'intéressent là surtout à la fabrication additive. On va créer des pièces en plastique plus qu'en métal,
mais aussi où on va créer des outillages ou d'autres produits, mais pas forcément le produit final. Maintenant, je vous ai un petit peu parlé de la fabrication additive, de comment elle se positionne. Je vais vous parler de sa chaîne de valeur pour comprendre quels sont les aspects importants de la fabrication additive et comment on peut avoir des gains et sur quoi on peut jouer pour vraiment que la fabrication additive soit intéressante. Donc déjà, on a la matière première. Elle arrive en fonction du procédé sous différentes formes. Donc là, on a du fil, du liquide et de la poudre. Mais on peut avoir d'autres moyens du moment qu'on assemble du matériau. Ça peut être des strates de couches, par exemple, qu'on va assembler, des strates de matière. Et en fait, l'intérêt de la matière première et du travail sur la matière première et de la maîtrise de la matière première, c'est que c'est vraiment elle qui va déterminer les propriétés finales de notre pièce. Et donc, en jouant sur le matériau, ce qu'on peut faire, c'est adapter la façon dont la matière est transformée à notre application finale. Donc, par exemple, on peut jouer là-dessus. Également, donc aujourd'hui, c'est pas trop le cas, mais c'est vraiment une vision pour le futur. On va pouvoir développer des matériaux qui seront spécifiquement produits en fabrication additive. Donc, vraiment des matériaux qui ne pourront pas être produits autrement que par fabrication additive. Aujourd'hui, parce qu'on est toujours dans une phase de croissance, les développeurs de matériaux et surtout les utilisateurs ont tendance à se rapprocher des matériaux qui sont le plus proche de ce qu'ils connaissent. Parce que déjà, on est sur un nouveau procédé. Si en plus, il faut qualifier un nouveau matériau, ça peut être complexe. Là, vraiment, mais dans le futur, et on voit déjà quelques applications, il y a vraiment plein d'exceptions et des gens qui sont assez visionnaires, qui ont déjà engagé des travaux et qui ont des résultats. On va pouvoir vraiment développer des matériaux personnalisés. Ensuite, l'autre aspect, ça c'est celui que j'aime beaucoup. Moi, je suis issu en fait de l'ingénierie généraliste, un peu comme vous, pas saisie, mais également la généraliste, et avec une passion un peu plus pour la conception. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressé dans la fabrication additive, c'est-à-dire qu'on peut créer des formes nouvelles, complexes, et surtout, on peut créer un produit vraiment pour qu'il réponde aux fonctionnalités dont on a besoin. Cet aspect, c'est assez important, et c'est important de maîtriser comment on va concevoir les pièces pour vraiment avoir une application la plus optimale. En fait. Vraiment, on va chercher l'optimum par la conception d'une pièce en fabrication additive. Je reviendrai un petit peu après sur les méthodes qui nous permettent de le mettre en œuvre. Mais c'est une phase qui, moi, je trouve vraiment très, très intéressante. Ensuite, on a la maîtrise du process. On l'a vu, il y a différents procédés qui sont plus ou moins aboutis aujourd'hui. Et donc, la maîtrise de ce process, le suivi de la qualité de la production qu'on est en train de réaliser, c'est quelque chose de crucial et qui, on va le voir par la suite, permettre de mettre en place différentes données et vraiment de savoir ce qu'on est en train de produire. Ensuite, on a une phase finale dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très importante, sont les post-traitements et les contrôles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit la pièce, en général, elle n'est pas terminée. Il faut qu'il y ait des opérations ultérieures. Donc, c'est une phase à ne pas négliger quand on va venir considérer la création d'un produit en fabrication additive. Et enfin, élément important, la fabrication additive, c'est un procédé qu'il va plutôt falloir considérer dans sa globalité, plutôt qu'une brique indépendante l'une de l'autre. Par exemple, l'impact de la matière première sur le résultat final, l'impact de la matière sur l'état de surface qui ensuite nécessitera un post-traitement plus ou moins lourd, l'impact de la conception par rapport au procédé, l'impact de la conception par rapport au contrôle qu'on va effectuer, puisqu'un contrôle, on ne peut pas forcément l'effectuer sur n'importe quelle surface. Si on pense la surface dès le début, à la fin, sur le dernier poste de coût qui est le contrôle ou le post-traitement, on va gagner. Donc vraiment, cette idée que la fabrication additive, il faut l'envisager plutôt de manière globale.
Donc un mot supplémentaire sur la conception pour la fabrication additive, puisque j'aime beaucoup ça. On voit que c'est un environnement numérique. Donc ça veut dire c'est un environnement où on a beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités, voire trop. Et ce qui est intéressant par l'utilisation de solutions numériques spécifiques, c'est de pouvoir exploiter cette complexité, cet infini possible, de l'automatiser et de réaliser au final des conceptions assez uniques et qui répondent vraiment à la fonction qu'on veut donner à la pièce. Donc là, par exemple, à gauche, vous avez une illustration de l'optimisation topologique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit, à partir des fonctions de la pièce, donc comment elle est sollicitée mécaniquement en général, de produire, de mettre la matière là où elle est nécessaire uniquement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Également, en bas à droite, ce qui est représenté, c'est la simulation du procédé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir simuler, avant de fabriquer la pièce, le procédé pour voir comment la pièce va se comporter pendant sa fabrication, puis ensuite après sa fabrication, évidemment, mais même pendant sa fabrication. C'est assez essentiel pour identifier exactement quelles vont être ses propriétés. Voilà, donc diverses solutions numériques qui permettent de maîtriser la conception d'une pièce. Ensuite, un mot sur la chaîne numérique. Donc, je vous ai dit, l'ensemble de la fabrication additive se fait dans un environnement numérique. Donc ça passe déjà par la conception. J'ai déjà dit un mot là-dessus. Mais ça peut passer également par l'analyse des données qui vont être enregistrées par la machine. C'est-à-dire qu'au cours du process, comme on produit le matériau, on va avoir accès à un certain nombre d'informations qui vont être extrêmement intéressantes pour évaluer la validité, la fiabilité, la robustesse de notre process. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, dans le cas de l'utilisation d'une machine avec un laser, on va pouvoir suivre très précisément, à l'échelle du femtoseconde, qu'est-ce qui se passe entre chaque point du laser. Et ça va générer beaucoup de données très intéressantes. Mais il y a un enjeu très important aussi, c'est qu'on va générer beaucoup de données. Pour une production, on peut générer jusqu'à 1 téra de données pour quelques heures de production. Donc maintenant, tout l'enjeu, et aujourd'hui, ce n'est pas encore maîtrisé, mais on espère y arriver avec le développement des technologies, c'est vraiment de pouvoir exploiter ces données qui sont créées pour, pourquoi pas, corriger le process en cours de production. Et donc, s'il y a une déviation ou autre de notre machine, de notre procédé, le corriger en direct et avoir une fabrication en boucle fermée et vraiment autonome. Donc un peu la vision de ce que serait l'industrie du futur aujourd'hui ou demain. Donc là, je vais vous parler de quelques évolutions industrielles de la fabrication additive qui font toute sa pertinence et qui montrent tout son potentiel. Donc déjà, on a ici l'illustration un peu sombre d'évolution technologique sur les procédés. C'est-à-dire que historiquement, on se dit que la fabrication additive, c'est quelque chose de lent, qui prend des heures. Il y a des développeurs de machines qui ont permis de vraiment baisser les temps de production. Et là, par exemple, on réduit par 10, par 100 le temps de production. Donc, au lieu de passer 10 heures à produire une pièce, on va passer 20 minutes, 30 minutes. C'est la société qui s'appelle Carbone. Il y a beaucoup de conférences là-dessus, d'explications sur le sujet. Mais ça illustre vraiment que la fabrication additive est déjà en phase d'augmentation pour vraiment viser la production et non plus le prototypage. Ensuite, on a des constructeurs qui s'intéressent à l'automatisation des post-traitements. C'est-à-dire que, par défaut, la pièce, elle est produite, elle sort de la machine, il faut la retirer manuellement, il faut faire les traitements manuels, etc. Et il y a des fabricants de plus en plus qui s'intéressent à automatiser toutes les étapes après. Donc là, par exemple, dans le cas du dentaire, on va produire plein d'empreintes de dents. On va avoir une capacité de produire en série et automatiquement, une fois que la production est finie, retirer la pièce, la traiter thermiquement via une ligne de production, et, thermiquement et autres,
via une ligne de prod et donc récupérer un produit fini à l'issue d'un procédé totalement automatique. Ensuite, plus sur les usages qui sont réalisés aujourd'hui. Donc, ce qui est le plus courant aujourd'hui dans l'industrie, ce sont les sociétés de services, donc qui, elles, intègrent de nombreuses machines industrielles. Ça, c'est un site de production qui existe depuis au moins 5 ans, où on a des machines de fabrication additive en ligne, en série, et où on va venir produire des pièces qui viennent de beaucoup de demandeurs de pièces. En fait, c'est-à-dire que ici, la production, c'est pas le client final qui produit la pièce, c'est un service extérieur qui va demander donc à gérer toutes ces demandes externes et après les renvoyer au bon destinataire et avec une bonne traçabilité de la pièce. Ça nécessite des logistiques et des défis que beaucoup d'acteurs ont résolus et mettent en place aujourd'hui. Ensuite, une autre évolution, beaucoup plus récente, c'est celle de la volonté, en général, des grands donneurs d'ordre, mais parfois des petits acteurs aussi, d'intégrer la fabrication additive et de réaliser des productions en série. Donc là, par exemple, je donne le cas de BMW qui, dans son centre de production, intègre un certain nombre de machines dont le process est géré de A à Z et qui permet de réaliser des pièces en série et à la demande et de manière très flexible. Et enfin, on en vient au concept un petit peu plus futuriste, où un certain nombre d'acteurs ont fait des projections, des visions pour ce que serait le futur de la fabrication additive. Et on voit apparaître des concepts d'ateliers où toutes les phases sans valeur ajoutée, donc chargement de production, traitement de la matière première, acheminement entre les différentes machines, sont automatisées. Et on voit, donc c'est le cas sur cette présentation, que les machines ne sont pas organisées en ligne de production, mais plutôt en îlots. Et ensuite, les différentes pièces vont d'un îlot à l'autre réaliser les différents post-traitements qui sont nécessaires en fonction de la pièce. Donc derrière, il y a toute une notion de logistique innovante, voilà, et qui est aussi permise en fait, par le principe de la fabrication additive, de non plus produire toujours le même produit, mais vraiment de produire le produit à la demande. Voilà, c'est tout pour moi sur la présentation globale de la fabrication additive. Maintenant, je vais vous présenter quelques cas d'usage. Et c'est là où je vais vous demander de participer, si vous le voulez bien. Et donc, on ne va pas voir tous ces cas d'usage ensemble, mais je vais vous demander de me dire lesquels vous voulez que j'explicite le plus, que j'explique carrément, parce qu'il y a certains, ce n'est pas très explicite à l'image. Voilà, donc si quelqu'un veut m'indiquer une pièce qu'il aimerait voir détaillée. Oui. 3. Alors la 3, qu'est-ce que ça vous inspire déjà, la 3 ? Si vous voulez parler la main, il faut que je vous apporte le micro. Pourquoi la 3 ? Qu'est-ce qu'elle... Ça ressemble à de l'injection. Après, je ne sais pas. Alors non. C'est plutôt un système de préhension, en fait. Et donc, je vais un petit peu voir le détail. En fait, il s'agit d'un préhenseur personnalisé sur une ligne de prod. Donc là, on voit différentes configurations du préhenseur qui est réalisé, lui, en plastique, avec des canons internes qui permettent la conduction du vide. Et en fait, c'est un acteur, donc Schmolz, qui aussi intègre en ligne une plateforme où on peut en fait personnaliser le préhenseur et le commander directement et le faire réaliser. C'est-à-dire, vous entrez votre pièce, donc par exemple celle qui est représentée ici, dans la plateforme, et automatiquement, il va venir générer les points de préhension et le meilleur système qui correspond à la force que vous voulez appliquer à votre pièce. Ça, c'est vraiment un exemple de personnalisation de masse qui est mise à disposition en ligne, donc qui intègre vraiment le potentiel du numérique et de la connectivité.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une interrogation sur une autre pièce? Oui. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Je trouve que le 2, il est assez lent. Je ne sais pas trop ce que c'est. On ne voit pas trop ce que c'est, effectivement. Mais c'est un des exemples que je préfère. Ah. J'ai déjà pas mal parlé du médical. Là, il s'agit en fait de la production de couronnes. Et en fait, c'est un cas d'usage qui fit très bien à la fabrication additive et même qui a remplacé en fait le moyen de production plus traditionnel qui était l'usinage. Et ça, parce qu'on ne va pas venir soustraire de la matière un disque de matière qui coûte cher, et donc on va faire des copeaux, on va gaspiller la matière. Là, on va venir créer seulement la matière dont on a besoin, et à chaque fois, on va venir créer une pièce personnalisée. Donc après, il y a des optimisations sur beaucoup d'autres choses. Typiquement, le prothésiste dentaire qui réalise le fabricant, il reçoit la demande du dentiste, et en 48 heures, il est capable de livrer la dent. Ça, c'est quelque chose qui existe dans l'usinage aussi, on peut aller très vite. Mais avec la fabrication additive, on peut le faire sur beaucoup plus de pièces. Et là, on va vraiment avoir un procédé qui fit à son usage. Aussi du fait que la chaîne numérique était déjà en place, en fait. C'est-à-dire que traditionnellement, c'était sur des données numériques que se basaient les échanges entre le demandeur et le fabricant. Et donc, ça a été très simple. Enfin, très simple. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais du moins plus aisé, plus facile à identifier. Oui. La 6. La 6, à quoi ça ressemble selon vous? Il y avait une question juste par rapport à la figure d'avant. Ah oui. Bonjour. Bonjour. À quoi correspond la figure 1? Alors la 1, j'y reviendrai juste après la 6. Et du coup, ouais, non, ça vous inspire rien? Comment? Un moteur de fusée, tout à fait. En fait, ça illustre simplement des gains sur le produit, des gains en performance grâce à la fabrication additive, c'est-à-dire qu'on est capable de produire ces corps de fusée donc qui viennent diriger le gaz, expulser les gaz, et de manière assez unique. Là, on va surtout jouer sur les canaux de refroidissement interne qui vont augmenter les performances. Et ce type d'exemple illustre des enjeux d'avenir, puisque c'est grâce à ce type de technologie et grâce à cette facilité de réalisation qu'on va pouvoir réaliser plus vite des lanceurs. Parce qu'aujourd'hui, la grande problématique, c'est de développer et d'innover très rapidement en spatial. Il faut savoir que pour produire une pièce de ce type-là, il faut compter quelques semaines en fabrication additive contre plusieurs mois pour des procédés plus traditionnels. Donc là, on voit vraiment le gain sur l'agilité de la chaîne de fabrication. Du coup, la 1. Qu'est-ce que c'est selon vous? Qu'est-ce que ça illustre au moins? Ça me fait penser à une ruche. Alors, pas du tout. C'est pas une ruche, mais effectivement, on est sur un modèle bio-inspiré de la ruche. Et on va voir beaucoup de choses de ce type dans la fabrication additive. On va s'inspirer du bio, du vivant, pour créer des structures très complexes, très organiques, qui sont, par définition, les plus optimales, puisque issues de sélection naturelle. Dans cette pièce, je l'ai surtout sélectionnée parce que c'est en fait un matériau, le cuivre pur, qui est maîtrisé que depuis peu. C'est un cas d'application qui est sorti il y a 1 ou 2 ans maximum. Et en fait, il illustre le fait qu'on va pouvoir, grâce à la fabrication additive, produire une pièce beaucoup plus facilement
et même pouvoir la produire, puisque on voit la conception plus classique à gauche. Cette conception implique des limites et surtout, en cours de process de fabrication, des difficultés qui font qu'il y a beaucoup de pièces qui cassent. Donc surtout ces deux aspects-là. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Après, on va passer à une autre slide où il y a d'autres pièces. Bonjour. Bonjour. Du coup, c'est pour la question 6. Est-ce que c'est aussi solide la méthode additive que la méthode traditionnelle? Tout à fait, voire. Ça dépend quelle méthode traditionnelle vous entendez, mais c'est vrai que c'est une bonne question qui est souvent posée. La réponse simple, c'est en général, les propriétés de la fabrication additive, elles sont considérées à être aussi résistantes à être situées au niveau de résistance entre la fonderie et la forge. Donc en forge, on va toujours être beaucoup plus, pas toujours, mais on va considérer qu'on est en général beaucoup plus robuste, résistant. Par contre, la fabrication additive, c'est beaucoup plus costaud que la forge, que la fonderie, par exemple. Et ça va vraiment dépendre derrière du matériau qu'on considère, de la maîtrise de ce matériau sur le procédé qu'on utilise. La réponse n'est pas si simple, mais pour donner un ordre de grandeur, c'est ça. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel matériau pour faire de la fabrication additive? Alors, n'importe lequel, non. Et c'est un point que je n'ai pas mentionné, effectivement, vous faites bien de poser la question. Mais on a un large choix en fait, de matériaux en fabrication additive. Typiquement, là, vous avez en haut du cuivre. À droite, c'est du chrome cobalt en général ou du titane. Le 3, c'est du polymère, du PA12. Vous avez de l'aluminium. Vous avez vraiment beaucoup de types de matériaux. Donc là, j'ai cité par exemple le polymère, le métal, mais on peut aussi produire des céramiques. Très récemment, il y a une société qui a sorti une machine qui permet de produire du verre. On peut produire, par exemple, pour le bâtiment, du béton. Sur le principe de la fabrication additive, là, une des forces, c'est qu'on va vraiment pouvoir produire beaucoup de matériaux différents. Après, on ne va pas pouvoir produire n'importe lesquels sur n'importe quel procédé et on n'aura pas toutes les propriétés. Mais par contre, le principe de fabrication additive va pouvoir s'appliquer à vraiment un large spectre de matériaux et qui est en croissance constante. Bonjour. Bonjour. Sur la pièce 6, par exemple, comment on fait pour tester la résistance des canalisations Sur des bancs de test en général, pour ce type de produit qui est haute valeur ajoutée, mais qui derrière apporte beaucoup de valeur. Mais c'est une très bonne question. Comment on va qualifier les pièces et de manière, surtout pour des grandes séries. Là, on est sur des pièces de petites séries. Donc, on va utiliser des procédés coûteux parce que par rapport à la valeur de la pièce, c'est pas forcément dérangeant. Et là-dessus, on va en général réaliser des essais directs avant de les monter. Bonjour. Je voulais savoir, du coup, vous avez dit que la fabrication additive, ça s'applique au domaine de l'industrie, mais est-ce que vous pensez que pour les petits besoins au quotidien, ça pourrait se faire aussi? C'est une très bonne question. C'est compliqué. Il y a quelques années, beaucoup projetaient que la fabrication, l'impression 3D surtout, ferait partie du quotidien, serait utilisée à même titre que l'imprimante 3D, que l'imprimante 2D, pardon. Mais on se rend compte par l'expérience que ce n'est pas le cas. Et ça parce que, comme j'espère que vous avez pu le voir dans la présentation, l'impression 3D, ce n'est pas si simple. Il faut maîtriser beaucoup de choses, dont par exemple la conception 3D. Il faut maîtriser le matériau, la manière dont il est mis en œuvre. Et donc il faut maîtriser vraiment un certain nombre de facteurs pour obtenir à la pièce qu'on veut vraiment, et pas une pièce à peu près bonne. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, les machines qui sont accessibles au public,
Elles sont en général peu fiables, il faut passer du temps dessus pour pouvoir les faire fonctionner correctement. Les faire fonctionner à peu près, ça va. Mais pourquoi pas dans le futur voir apparaître sur le marché des technologies moins chères et plus fiables. Ça, c'est vraiment l'avenir qui va nous le dire. Mais en tout cas, à court terme, je ne pense pas. Quelques autres applications qui pourraient vous intéresser. Oui. Ouais. La 5, tout à fait. Effectivement, très bonne. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on ne voit pas très bien, surtout avec l'exposition, mais à votre avis, qu'est-ce que c'est? Et quelle taille ça fait? Pour moi, c'est une imprimante. C'est un dispositif de fabrication additive qu'on peut mettre n'importe où. C'est ça. Il n'y a pas besoin d'environnement. Alors en fait, là, ce qu'on voit, mais on ne voit pas très bien sur les diapos, c'est un bras robot sur lequel est montée une torche de soudage. Donc cette torche, elle fait à peu près un diamètre de 20-30. Et donc là, toute la structure fait de l'ordre du mètre, en fait. Et en fait, je vais vous voir sur la diapo suivante. Cette pièce, c'est en fait un pont qui est aujourd'hui installé à Amsterdam et qui a été fabriqué en plusieurs années, parce qu'on est vraiment sur un prototype, mais qui est fonctionnel. Sur un prototype qui est parti d'un défi un peu fou que se sont lancés des visionnaires. Mais voilà, en tout cas, ça illustre une capacité assez impressionnante de la fabrication additive, qui est de produire de grandes structures également, avec des formes tout à fait inédites et qui se construisent en utilisant leur base de production. Donc ça, c'est quelque chose qui est installé aujourd'hui à Amsterdam et qui est fait pour durer. Également, ce qu'on voit moins sur cette diapo, c'est qu'à l'intérieur de cette structure, en fait, il y a de nombreux capteurs qui ont été installés pour en faire une structure vraiment intelligente et connectée, où on va venir surveiller la charge, surveiller les différents vieillissements du pont, par exemple, le taux d'utilisation ou autre. Enfin, vraiment, on va pouvoir utiliser la connectivité à travers cet outil. Et là, on ne le voit pas du tout parce que c'est vraiment dans les structures internes. Tout l'ensemble du corps est creux. Sur une imprimante classique, on a un plateau, donc la buse, c'est exactement, on va dire, pour venir ajouter la matière. Mais là, sur une machine comme ça, comment la machine se refait en fait, pour savoir où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, c'est une bonne question. On va en général, alors là, je ne sais pas exactement ce qui a été fait, mais ce qui existe, c'est simplement, on va venir monter sur le robot entre plusieurs passes, un palpeur ou autre, ou même un scanner, ou différentes technologies pour identifier où se place la matière spécifiquement, et après on va réaliser un repérage. Là, honnêtement, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est vrai que c'est une bonne question, surtout pour une machine où on a toujours des coordonnées qui vont varier. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question qu'il faudrait leur poser. Une question, monsieur Léa? Bonjour. Excusez-moi, je reviens sur au niveau de la résistance. Est-ce Oui. qu'il y a un grand écart entre les tests effectués au niveau de la CAO et après dans le réel? Alors, je comprends la question, effectivement. C'est la fabrication additive, les propriétés, elles vont dépendre de la direction de fabrication qu'on va faire, qu'on va produire. Et elle va dépendre aussi de la qualité de l'adhésion entre couches. Et ça, en fonction du procédé, c'est plus ou moins bien maîtrisé, plus ou moins bien documenté dans les logiciels de simulation. Mais c'est quelque chose qu'il faut effectivement prendre en compte. Après, on est capable de le faire. Il y a beaucoup de solutions numériques qui sont dédiées à ça. Mais pour un nouveau matériau, il va falloir recréer une base de données avec les informations qui vont bien. Une autre question? Donc en parlant de base de données, existe-t-il une base de données, on va dire,
procédé? Comment pour utiliser un procédé? Oui, avec des informations sur ce même procédé. Oui, par exemple, enfin, ça va dépendre, mais vous avez effectivement des... Donc, j'en parlais dans les diapos un peu précédentes. Les prestataires de services qui vont venir produire des pièces, eux, ils auront un certain nombre de procédés à disposition. Et ils ont des plateformes, en général en ligne, où vous pouvez y envoyer votre modèle 3D. Et sur la base de votre modèle 3D, ils vont vous réaliser un devis. Et après, c'est pas encore tout à fait automatisé. L'opération, en général, il y a un expert derrière qui vient voir si effectivement c'est faisable ou pas. Et de plus en plus, dans l'outil numérique, on va avoir des analyses de la pièce et savoir automatiquement si on va pouvoir la produire ou pas et à quel prix et quelles seront ses caractéristiques mécaniques. Du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que les frais de maintenance sur ce genre de machines sont élevés ou pas? Pardon. Les frais de maintenance sur les machines, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10%, je crois, de la machine. C'est pas... Au niveau de la maintenance, c'est rien de sorcier, entre guillemets, par rapport à d'autres machines qui existent. Après, c'est les constructeurs de machines ont un peu plus le monopole, puisqu'ils ont développé en général une technologie unique. Il n'y a qu'eux qui maîtrisent cette technologie. Donc, c'est un peu eux qui fixent les prix. Mais par rapport à d'autres procédés, non, il n'y a pas de difficulté particulière sur la maintenance. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'avec la production additive, on avait découvert des nouvelles combinaisons avec différents matériaux. Quand on fait des essais, par exemple des essais de résistance, de traction ou de compression, comme du coup on n'a jamais auparavant fait ces essais-là avec cette combinaison de matériaux, comment on fait pour déterminer la viabilité de la combinaison? Simplement sur la fiabilité des résultats qui sont obtenus, si on a une grande dispersion ou non, enfin, comme toute caractérisation de nouveaux matériaux. Simplement, on va se fixer un objectif qu'on va déterminer aussi expérimentalement, parce qu'après dire, c'est compliqué. Mais après, ça va être la fiabilité de la mesure qu'on va constater, qui va nous permettre de déterminer si le process est effectivement reproductible ou non. Ça répond à votre question? J'avais une question concernant la potentielle perte d'emploi que ça peut créer. Vous avez une idée si c'est rattrapé par les gens qui font de la maintenance et qui s'occupent de ces machines? Alors, j'ai pas de chiffres en tête, mais aujourd'hui, dans le cadre de la réindustrialisation, du moins en Europe, on aura plutôt tendance à créer des emplois, puisque tout ce qui est l'industrie, on a vraiment des problèmes d'industrialisation du fait de la concurrence mondiale. Et donc, apporter une valeur ajoutée sur la maîtrise des technos, sur le développement de nouvelles applications, se focaliser sur ce qui est autour du procédé et non pas le procédé. Ça, c'est des facteurs de valeur ajoutée qui vont plutôt tendance à, je pense, favoriser l'emploi, mais par contre de qualification supérieure. Oui. J'ai une question. Est-ce que toutes les imprimantes 3D utilisent le même langage? Par exemple, nous, les imprimantes 3D au Fab Lab, c'est du G-code. Ouais. Mais par exemple, dans l'entreprise BMW, est-ce que c'est aussi du G-code? Alors non. Et ça, pour la simple raison que les développeurs de machines verrouillent leur technologie. Après, il est aussi possible que leur technologie soit conditionnée, leur bon fonctionnement soit conditionné par un certain langage. Mais en général, c'est aussi parce que toute la valeur que le fabricant apporte peut être sur l'interprétation des données et la manière dont elle est gérée. Donc si c'est quelque chose de ouvert et libre, complètement d'accès,
ça peut être compliqué. Et en général, les fabricants sont très frileux pour dévoiler leurs secrets sur ce type de sujet. Et c'est vrai que en tant qu'utilisateur, on aimerait pouvoir accéder à tous ces paramètres et réaliser nous-mêmes la personnalisation en fait, du moyen de procéder, ce qui ajouterait la valeur. Mais aujourd'hui, du fait de la confidentialité des informations, c'est compliqué et donc toutes les machines ne parlent pas le même langage. Par contre, elles interprètent le même nombre de données, la même donnée, ce qui est le modèle 3D. Oui. Moi, j'ai une question qui va dans le même sens que mon précédent collègue. Vu les avantages de la fabrication additive, on peut dire que quelque part c'est le futur. Est-ce que vous pensez que plus tard, l'usinage classique serait appelé à disparaître? Les procédés classiques? Oui. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien illustré dans la présentation, mais déjà la fabrication additive, elle est dépendante des procédés plus classiques. Du moins aujourd'hui, avec les procédés, et je pense qu'il va y avoir un certain temps avant que ça change. Et d'autre part, elle est dépendante, donc c'est pour ces étapes de parachèvement, de post-traitement. Et d'autre part, on voit qu'il y a des situations où utiliser la fabrication additive, de par son concept, n'est pas du tout intéressante et donc laisse complètement la place aux autres moyens de production. Dans certains cas, comme dans le dentaire, on va avoir un intérêt à remplacer une technologie par la fabrication additive, mais ce sera pas systématique. Est-ce qu'il y a des normes mises en place pour imprimer des choses qui sont potentiellement interdites, des normes qui ont été mises, ou des lois Alors, à ma connaissance, c'est un sujet, effectivement, de réguler les pièces, parce qu'en fait, tout ce qui est contrefaçon, ça pose problème. C'est ça le sujet. Fabriquer des armes sans numéro de série ou autre. Alors les lois en place, je suppose que sur les armes il y en a maintenant, mais sinon pour le suivi de la production, de la traçabilité des pièces, ça c'est des sujets qui sont effectivement d'actualité. Mais on peut voir aussi la fabrication additive comme une opportunité pour ajouter un marqueur à la pièce, ce qui nous permettra, plus ou moins rapidement, de détecter comment a été fabriquée cette pièce, d'où elle vient, etc. Et ça existe déjà. Il y avait un salon la semaine dernière sur la fabrication additive, où justement une start-up proposait cette proposition de traçabilité de la pièce avec un système de scan, où il n'y avait pas de marque visible sur la machine, mais simplement la manière dont la matière est transformée permettait de transporter des informations. Moi, j'avais une question. Vous êtes chercheur ici à CESI, donc c'est quoi vos sujets de recherche et vous travaillez sur quel type de fabrication additive? Alors, effectivement, donc ça c'est mon sujet principal, l'unité autonome. Merci pour la question. C'est mon sujet principal, donc c'est cette notion de bâtiment autonome centré sur la fabrication additive. Donc il y a différents aspects du bâtiment que je vais pas présenter ici, mais je serais ravi de discuter avec vous si vous le souhaitez. Et donc on utilise la fusion laser sur lit de poudre, qui est aujourd'hui le procédé le plus développé, le plus robuste, le plus fiable et le plus industrialisé. Il y en a d'autres qui émergent, mais aujourd'hui, pour produire du métal, sur des pièces de taille moyenne et avec des bonnes qualités et des bonnes performances, c'est le procédé le plus répandu. Donc aujourd'hui, on travaille sur la maîtrise du procédé à travers le bâtiment et aussi à l'intérieur de la machine. Et on travaille aussi sur les aspects de conception. Comment concevoir efficacement pour la fabrication additive. C'est les deux thèmes majeurs. Et après, à côté de ça, là, c'est pas moi directement, plutôt mes collègues dont il y a eu la conférence il y a 2 semaines. On va travailler sur des méthodes de créativité qui permettront d'alimenter les idées de conception et donc se baser sur le procédé innovant, sur l'innovation
et stimuler l'innovation en fait. On arrive à la fin de cette conférence, de cette causerie. On peut remercier chaleureusement Lucas pour sa présentation. Merci à vous. Merci à vous pour l'ensemble de ces questions qui enrichissent évidemment. C'est pour ça qu'on appelle ça causerie. L'idée, c'est vraiment d'un partage. Merci à vous qui nous avez regardés via le live. Lucas, tu peux passer la diapositive suivante. Donc merci à tous. Voir ou revoir cette causerie en replay sur la playlist Les Causeries Saisies, sur le YouTube Saisie. Vous retrouverez certaines causeries passées. S'il vous plaît, laissez-moi juste une minute. Certaines causeries passées, surtout l'année dernière, puisqu'on était quand même en distanciel, on a eu beaucoup de chance de pouvoir enregistrer les causeries. Cette causerie sera disponible. Si vous souhaitez la présentation, malheureusement, bon, avec les droits d'image, on ne peut pas la diffuser, mais vous pouvez revoir donc la présentation sur le YouTube Saisie. N'hésitez pas, pour la moindre question sur les causeries, envoyez un mail à causerie@saisie.fr. Je vous attends la semaine prochaine avec Madame Léo Rillet sur l'histoire des Jeux Olympiques à travers les petites et grandes anecdotes. Merci à tous, bon après-midi, à très bientôt.